messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV et voici les titres. 45 familles de déplacés vivant au parc à bétail de Faladier ont reçu des vivres du groupe audiovisuel Niata en ces mois sacrés de Ramadan. Le 17e jour du mois de Ramadan nous rappelle la bataille de Badr. Cette bataille est la première victoire des musulmans contre les idolâtres. On en parlera dans ce journal. Inondation en Afrique du Sud. Le bilan s'alourdit encore. Le pays déplore 443 morts. Comme annoncé dans les titres, le groupe audiovisuel Niata continue ses œuvres de solidarité en ces mois bénis de Ramadan. 45 familles de déplacés du parc à bétail de Faladier ont reçu chacune des mains du directeur général du groupe Niata ce dimanche 17 avril 2022 un sac de riz, des pâtes alimentaires et des vêtements d'une valeur estimée à 1 575 000 francs CFA. Suivant le reportage. Qui parle de la radio Niata et la télé Niata voit en face de lui la promotion de l'islam et le progrès de l'humanité. Comme le mois de Ramadan est le mois le plus chéri dans l'islam, où beaucoup de fidèles musulmans s'adonnent à des bonnes œuvres afin d'amasser des mérites dénombrables. Telle est la raison qui a poussé l'APRO du groupe Niata TV à venir au secours des déplacés de la Grabale de Faladier. Audiovisuel Niata qui n'est pas resté en demeure. Et on a voulu faire diversifier cet état d'esprit de partage en allant vers ces démunis du Grabale. Hier, nous étions dans la commune 5 où nous avons procédé à des partages. Nous voudrons que les uns et les autres, chacun puisse avoir un petit quelque chose. C'est pourquoi nous sommes dans le mois de carême, un mois de piété, un mois de partage et un mois de convivialité. Ce don de Niata composé du riz, de spaghettis et des vêtements était destiné à 45 familles déplacées. Les donateurs comptent élargir l'œuvre de Kaya Kidal dans les jours à venir. Nous avons eu aujourd'hui, cet après-midi 17 avril 2022, à servir 45 familles qui vont bénéficier de cette aide d'aujourd'hui. Ce n'est qu'une première partie. J'en suis sûr que nous reviendrons une prochaine fois. Nous voulons, à partir de cet esprit-là, aller dans tous les coins de Bamako et aller aussi dans les régions et même se retrouver jusqu'à Kidal. La composition du don, comme vous le savez, c'est de sacs de riz. Nous avons des vêtements et 5 kilos de pasta douma macaroni. D'une valeur qu'on peut estimer, une valeur estimative de 35 000 à 40 000 francs. Je dirais par famille, parce qu'on ne dit pas personne par famille. Je pense qu'ils vont se réjouir. El Hadji Fodé Tungara a saisi l'occasion pour lancer un appel aux bienfaiteurs en leur invitant d'emboîter le pas de ceux qui sont déjà dans l'humanitaire. Nous ne cessons de relancer encore cet appel. Je pense que cette fois-ci, l'appel ne va pas tomber dans les oreilles des sourds. Parce que nous savons qu'au Mali, le pays regorge de grands donateurs, de grands musulmans, il suffit seulement qu'ils soient au courant des informations pour qu'ils passent aux actes. Donc nous les invitons, nous les sollicitons à faire comme les autres et faire plus tous les jours et davantage. Joyeux et content à recevoir ces dons, les bénéficiaires ont remercié le groupe audiovisuel Niata, plus les hommes de l'ombre qui les soutiennent à travers le groupe Niata. La fondation D121 vient de faire un geste remarquable en remettant des chèques à 171 orphelins d'une valeur de 13 millions de francs CFA. La cérémonie de remise a eu lieu hier dimanche 17 avril 2022 dans la salle de VIP du Parc national de Bamako. Reportage Aïssata Touré et Moussa Diallo. La Fondation 221 intervient dans le domaine de la santé, de l'éducation entre autres. Pour cette occasion, elle a réuni les enfants qu'elle prend financièrement en charge afin de soulager leurs peines et celles de leurs parents. L'objectif de cette rencontre est de réunir les orphelins
les orphelins pour prendre en charge leur éducation, leur santé. Ils sont au nombre de 171 orphelins. La somme est environ de 13 millions de francs CFA. Le coordinateur national de la Fondation a salué le gouvernement de la transition et a également sollicité leur aide. Le conseiller municipal à la mairie de la commune 3 du district de Bamako a trouvé salutaire l'œuvre que vient de faire la Fondation 221. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de participer à cette cérémonie de remise d'appui financier aux orphelins organisée par la Fondation 221. C'est une ONG qui a son siège en commune 4 du district de Bamako, mais qui couvre l'ensemble du territoire national. Les œuvres qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans notre pays sont à saluer et c'est des gestes à apprécier, surtout en cette période de Ramadan où les familles ont besoin d'appui, de soutien. Si la Fondation 221 pense aux orphelins en leur venant en appui pour soulager un peu la souffrance de leurs parents, ça c'est une œuvre que nous devons saluer. Et quand on organise une telle activité, et la collectivité que nous sommes obligés d'être présents pour accompagner, encourager ces initiatives. Parce que ça vient en appui à ce que la collectivité, l'État et tous ces démembrements doivent faire. Donc c'est un appui que nous saluons, que nous encourageons. Les enfants ayant bénéficié de cette donation étaient très contents. Je suis contente parce que c'est bientôt la fête et on a eu de l'argent. Je suis content, on aura à manger avec cet argent. Je les remercie énormément d'avoir aidé mes parents, que Dieu les récompense. Je suis très contente, ça va me permettre de payer ma scolarité, que Dieu les garde longtemps. Ma mère va acheter mon habit de fête avec cet argent, je suis trop contente. Les parents des bénéficiaires n'ont pas aussi manqué de manifester leur joie. Ils ont formulé des bénédictions pour la généreuse fondation. Je remercie les membres de la Fondation 221. Ils ont enlevé un lourd poids sur nous en faisant ce grand geste pour nos orphelins. Qu'Allah les bénisse et les récompense avec le paradis Firdaus. Qu'Allah bénisse les généreux donateurs. Ma joie est tellement immense que je n'arrive pas à m'exprimer par les mots. Qu'Allah leur donne une longue vie et plein de succès dans ce monde ici-bas. Chaque année, cette fondation fait des donations pour nous. Qu'Allah les bénisse et leur accorde comme récompense le paradis Firdaus. Qu'il leur donne tout ce qu'ils souhaitent dans le monde et leur préserve contre tout maux. Ma joie est immense d'avoir bénéficié de ce geste de la fondation. Qu'Allah les protège, les donne une longue vie et leur accorde comme récompense son paradis éternel. La bataille de Badr a eu lieu le 17e jour du mois de Ramadan à l'an 2 de l'Hégire. En ce jour, on se rappelle de la première victoire des musulmans contre le clan des Quraysh. Cette bataille marque également le début des confrontations armées entre les musulmans et les polythéistes de la Mecque. Suivons l'intervention d'un imam. Quand on dit la bataille de Badr, c'est la première bataille faite par les musulmans après la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'est fait le 17e jour du Ramadan à l'an B de Hijr. Ça s'est fait parce que on sait quand les musulmans ont quitté la Mecque pour se réfugier à Médine avec leur foi et leur religion, laissant derrière eux leurs biens. Les mécréants, les Quraysh, ont pris ces biens et allaient les vendre en Syrie pour acheter d'autres marchandises. Donc, les compagnons ont suggéré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'aller récupérer leurs biens avec la caravane qui venait de la Syrie, dirigée par Abu Sufyan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début n'avait pas accepté. Et enfin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donna l'ordre quand même de le faire. C'est ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Médine pour se diriger vers Badr, mais c'était pour récupérer leurs biens avec Abu Sufyan qui avait acheté quand même des marchandises avec une caravane dirigée vers la Mecque. Donc la cause principale c'était pour récupérer les biens des musulmans occupés par les mécréants
et on les a vendus en Syrie en achetant quand même des marchandises. Au début, comme j'ai bien dit, ils étaient venus pour récupérer leurs biens de la caravane d'Abu Sufyan. Mais quand Abu Sufyan a pris la nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses compagnons pour intercepter la caravane, lui, il a pu s'échapper. Quand la nouvelle arriva aux Mekwa, les Quraysh, ils ont décidé de dire que c'est une bonne occasion pour qu'on puisse finir avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti avec 314 compagnons. Les Mekwa sont sortis avec 1000 combattants. Donc, il n'y avait pas du tout égalité entre les deux forces. Quand même, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu bien planifier et concerter d'abord. La consultation, c'est très très important, à concerter. Vraiment, nous étions venus pour faire tel, mais Allah a décidé autrement. Ça sera la bataille et non intercepter la caravane seulement. Finalement, alhamdulillah, les compagnons ont donné leur accord, en commençant par les muhajirin, les Mekwa, les musulmans Mekwa, et les Ansar, les musulmans médinois. Alhamdulillah, donc Allah a fait que les musulmans ont eu la victoire, le succès, en tuant 70 mécréants et en captivant 70 autres. Donc, vraiment, ça a été bien fait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé toute la nuit à implorer pour la victoire. Et Allah a exaucé ses prières aussi. Il y a beaucoup d'enseignements. Mais on peut dire, un croyant, il faut toujours avoir la conviction certaine de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. La conviction certaine qu'on appelle yaqin, de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que vous êtes sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas t'empresser. Quoi qu'arrive, Allah subhanahu wa ta'ala vous viendra en aide. 1. De 2, il faut te remettre totalement, entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Bien vrai qu'ils ont pris les positions, ils ont réuni des conditions, mais il s'est remis à Allah subhanahu wa ta'ala en passant toute la nuit à implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un musulman, même si vous faites réunir toutes les conditions pour la réussite, pour le succès, il faut te remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, ça montre l'importance de l'unité et l'union. Parce que les Médinois et les Mekwa se sont unis entre eux. Les autres n'ont pas dit non, nous, on n'était pas sortis pour tel, on ne va pas. Mais quand même, après la concertation, ils se sont tous unis et ils ont combattu ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la victoire. Pour terminer, on peut dire que toujours les succès viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi que vous faites, quoi que vous vous préparez, sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'aurez pas de succès, vous n'aurez pas de victoire. Que de bonnes nouvelles à l'armée malienne afin de renforcer davantage leurs capacités opérationnelles. De nouveaux hélicoptères flambeaux neufs et des radars de surveillance ont été réceptionnés par le chef d'état-major général des armées pour les femmes. Le général de division Oumar Diarra s'est réjoui à l'arrivée de ces nouveaux équipements de dernière génération. Abdou Ouattara. Dans la dynamique de renforcer la capacité opérationnelle des FAMA, les autorités de la transition ont réceptionné de nouveaux équipements militaires de dernière génération, fruit d'un partenariat de défense et de sécurité entre le Mali et l'État russe. C'est exactement à 0h45 que le cargo russe transportant les deux hélicoptères de combat et les radars s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta. Nous recevons ce deuxième lot d'équipements militaires en provenance de la Russie au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État russe. C'est aussi la manifestation d'une volonté politique très forte d'équiper l'armée malienne en moyens conséquents pour qu'elle puisse être en mesure de mener à bien sa mission de défense de l'intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens,
et la paix et le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, a affirmé le général de division Oumar Diarra. Ce lot d'équipements est composé de 2 hélicoptères de combat multi-rôles, des véhicules de combat et des radars de surveillance aérienne. Ces hélicoptères ont une capacité d'effectuer plusieurs missions différentes, en particulier la reconnaissance furtive, l'interception et l'attaque au sol, l'attaque sur une base aérienne terrestre ou sur un poste avion. À noter que ces nouveaux équipements s'ajouteront à un nombre déjà conséquent de matériel, tous réceptionnés dans le cadre du partenariat entre le Mali et l'État russe. Le chef d'état-major général des armées a remercié et encouragé les plus hautes autorités de la transition dans leur volonté de bâtir une armée malienne forte et mieux équipée dans ses missions de défense et de sécurité. Les relations économiques entre le Mali et le Sénégal se fragilisent de jour en jour après les sanctions de la CEDEAO. Le Sénégal ressent les conséquences de l'embargo de 27,0% en décembre 2021. Les exportations du Sénégal vers le Mali sont passées à 10,7% en février 2022. Abdou Ouattara. L'agence relève qu'au mois de février 2022, les exportations du Sénégal se sont établies à 227,4 milliards de francs CFA contre 272 milliards au mois précédent, soit un repli de 16,4%. S'il est vrai que comparé au mois de février 2021, les expéditions se sont relevées à 2,7%, ces chiffres ne révèlent pas une bonne santé des exportations du Sénégal vers ses clients traditionnels. Dans le cas de la période étudiée, il faut savoir que les principaux clients du Sénégal ont été la Suisse à hauteur de 15,1%, la Chine 10,8%, le Mali 10,7%, l'Inde 8,1% et la Côte d'Ivoire 4,9%. De tous ces clients, c'est la chute des échanges avec le Mali qui est la plus saisissante. En effet, de 27,0% en décembre 2021, les exportations vers le Mali sont passées à 22,8% en janvier 2022 avant de tomber à 10,7% au mois de février. Entre janvier et février, le Mali a perdu sa place de premier client du Sénégal au profit de la Suisse. Le bulletin mensuel relève que les produits exportés au cours de la période sous revue ont été l'or monétaire 41,3 milliards de francs CFA, les poissons frais de mer 26,5 milliards de francs CFA, les arachides non grillés 24,2 milliards de francs CFA, les produits pétroliers 17,5 milliards et l'acide phosphorique 17,3 milliards de francs CFA. Si on prend l'exemple des produits pétroliers qui ne font pourtant pas partie des produits exemptés, leur exportation a connu un repli, car de 57,6 milliards de francs CFA au mois de janvier, ils sont passés à 17,7 milliards de francs CFA en février, même si le Mali n'est pas le seul client du Sénégal. Les voyants ne sont pas prêts de revenir au vert. À l'occasion de son sommet extraordinaire du 25 mars dernier à Accra, la CEDEAO a maintenu ses sanctions contre le Mali qui refuse de s'allier sur 12 ou 16 mois de transition exigés par l'organisation sous-régionale. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, avait préconisé une solution négociée dans cette crise, dont les conséquences sont en train d'être amplifiées par une autre en cours en Eurasie entre la Russie et l'Ukraine. Suivons l'actualité internationale avec Aïssata Maïga. La baisse des précipitations en Afrique du Sud a permis une accalmie dimanche après une semaine d'inondations sur la côte Est, les pires jamais enregistrées dans le pays, qui ont fait 443 morts et entraîné de vastes destructions. La plupart des victimes ont été enregistrées dans la région de Durban, ville portuaire de 3,5 millions d'habitants dans le KwaZulu-Natal, ouverte sur l'océan Indien. Des familles ont été décimées, des enfants sont morts noyés dans des crues ou ensevelis dans des coulées de boue. Une soixantaine de personnes sont encore portées disparues et au moins 2 secouristes ont péri en tentant de repêcher des corps dans une rivière, a déploré la police dans un communiqué. Selon l'Institut national de météorologie, aucun risque d'inondation n'est plus redouté dans les jours à venir et les précipitations devraient se dissiper d'ici mercredi. Les secours épaulés par l'armée, la police et des hélicoptères restent en alerte, mais déjà ils reçoivent moins d'appels.
Il y a un an, l'armée annonçait que le président tchadien Idriss Déby Itno, à la tête d'un pouvoir très autoritaire depuis 30 ans, avait été tué au front contre une énième rébellion. Le même jour, le 20 avril 2021, son fils Mahama Idriss Déby Itno, jeune général de 37 ans, est proclamé chef d'une junte de 15 généraux et président de la République de transition. Il est aussitôt adoubé par la communauté internationale, la France et l'Union européenne ainsi que l'Union africaine, en tête les mêmes qui sanctionnent des militaires putschistes ailleurs en Afrique, parce que son armée est indispensable dans la guerre contre les terroristes au Sahel et que Mahama Idriss Déby promet de remettre le pouvoir aux civils dans les 18 mois. Mais 2 mois plus tard, Mahama Déby envisage une prolongation de la transition si les Tchadiens ne sont pas capables de s'entendre et remet à Dieu son destin personnel pour la présidentielle. Autre promesse importante, un dialogue national inclusif, ouvert à toutes les oppositions politiques et armées, donc à la cinquantaine de groupes et groupuscules rebelles qui harcèlent le pouvoir depuis 30 ans. Le calendrier de la transition ne sera pas respecté, selon Thierry Vircoulon, spécialiste de l'Afrique centrale à l'Institut français des relations internationales. Doha n'avance pas, un accord sera très difficile à trouver, ce qui repousse la transition. Abonde Roland Marshall du Centre de recherche internationale de Sciences Po à Paris. Sur la sécurité, les choses sont assez gérées pour l'instant. Les groupes armés ne représentent pas une menace, assure Thierry Vircoulon. Depuis 1 an, les rebelles n'ont lancé aucune offensive. L'armée de l'air du Nigeria a annoncé samedi avoir tué plus de 70 combattants présumés affiliés à l'État islamique dans le nord du pays, à la frontière avec le Niger. La zone du lac Tchad où le Nigeria dit avoir lancé des frappes aériennes est connue pour accueillir des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, un groupe terroriste actif depuis 2016. Avec les rivaux plus anciens Boko Haram, les 2 factions ont tué plus de 40 000 personnes au cours de la dernière décennie et plus de 2 millions de personnes sont toujours déplacées de leur foyer en raison des violences en cours. Les missions effectuées le 13 avril 2022 au-dessus des lieux suspects ont permis de repérer un grand nombre de terroristes et un camp logistique probable, a déclaré Edward Bakwet, porte-parole de l'armée de l'air nigériane. Le Nigeria intensifie souvent son offensive à cette période de l'année avant le début de la saison des pluies. Une mission de l'ONU en Centrafrique a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête sur des informations non confirmées par Bangui sur les meurtres d'une dizaine de civils attribués à des militaires locaux et des paramilitaires russes. La guerre civile entamée il y a 9 ans a considérablement baissé d'identité depuis 2018, mais confrontée à une offensive rebelle il y a plus d'1 an, le pouvoir a reçu le renfort des centaines de paramilitaires russes pour repousser des mercenaires de la compagnie privée Wagner, selon l'ONU, la France et des ONG qui accusent les 2 camps de commettre des crimes contre des civils. Les 11 et 12 avril, dans les villages de Gordil et de Nda, à plus de 1000 km au nord-est de Bangui, des éléments des forces armées centrafricaines et leurs alliés ont mené une opération et tué des civils, ont indiqué à l'AFP sous couvert de l'anonymat des sources sécuritaires, humanitaires et administratives concordantes. Une enquête a été ouverte sur cette attaque par la MINUSCA, la mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique, qui a déployé depuis 2014 quelques 14 000 casques bleus dans le pays, a déclaré à l'AFP son directeur de la communication Charles Bambara. La MINUSCA ne fera aucun autre commentaire avant la fin des investigations, a-t-il ajouté. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Niata TV.